aujourd'hui pour nous porter une nouvelle café actualité pour après nous connaître président des États-Unis Donald Trump a ajouté tarifs sur le monde là parce ça qui est là que le monde dans une tête chargée surtout la Chine et bien encore c'est un gros coup dur pour la Chine côté que le président a ajouté taxes sur tout appareil électronique qui est fabriqué en Chine, spécialement laptop avec iPhone. Mes amis, ça, nous pas comme qui côté libre aller, nous pas comme qui côté libre aller. Nous invité vous rester sur channel là, regarder vidéo à tout au grand complet pour capable comprendre qui ça qui dit dans vidéo. Si vous avez tombé sur le canal, ça, nous invité vous liker, partager et puis abonner. Après avoir déclaré la guerre commerciale au monde entier, le président américain a recentré mercredi son attaque sur la seule Chine. Et cet après-midi, deuxième reculade, on vient d'apprendre que les États-Unis exemptaient également de surtaxes les smartphones et les ordinateurs fabriqués en Chine. Une Chine qui se dit résiliente et prête au combat tout en tendant la main aux Européens face à l'imprévisible Donald Trump. Question, quelle sera la place de l'Europe dans ce combat ? Quels enseignements tirer de cette semaine qui a sidéré le monde et pas que sur les marchés financiers ? Alors qu'aux États-Unis, il y a comme un doute qui s'installe chez les grands patrons, les consommateurs et même certaines voix du Parti républicain. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulée ce soir « Trump et l'Amérique se mit à douter ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Barré. Vous êtes directeur de la rédaction de Politico. Je précise que vous avez été correspondant aux États-Unis. Stéphanie Villers, vous êtes économiste, spécialiste des questions de finance, conseillère économique de PwC France, cabinet de conseil auprès des entreprises. Anne de Guigné, vous êtes journaliste économique pour Le Figaro. Votre dernier article intitulé « Guerre commerciale, l'Europe craint de subir un déferlement de produits chinois détournés du marché américain ». Et Richard Verly, vous êtes correspondant pour la France et l'Europe du média suisse Blick. Votre article « Zéro tarif, voici comment les Européens espèrent convaincre Trump ». Merci de participer à cette émission. Anne de Guigné, alors d'abord, cette information qui vient de tomber, alors que je mettais la patte à ma préparation. 17h02, on apprend que les États-Unis exemptent de surtaxe les smartphones et les ordinateurs fabriqués en Chine. Comment interpréter ? D'abord, est-ce que c'est une reculade de plus ? Bah oui, clairement. Et je crois qu'Axel, ça nous montre à quel point la politique de Donald Trump est erratique. Donc mercredi, il avait reculé sous la pression des marchés. Et là, il fait attention aux consommateurs. Parce qu'évidemment, les Américains consomment beaucoup de produits électroniques. 85% des iPhones sont fabriqués en Chine. Voilà. Et d'ailleurs, c'était intéressant, ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'achats en prévision des hausses de taxes dans les boutiques américaines. Et d'un autre côté, les grandes entreprises de la tech avaient affrété aussi leurs composants en prévision des hausses de taxes, avaient affrété leurs composants. Donc, et les consommateurs et les fabricants attendaient le choc, parce que des taxes de plus de 100%, c'est-à-dire que les produits vont doubler, ce qui est juste intolérable pour les consommateurs américains. Donc en fait, c'est très étonnant. Donc il y a des grandes annonces, et puis il attend de voir où ça coince. Et là, vraiment, on voit que le président a anticipé une fronde des consommateurs. Donc il se dit, il faut mieux reculer. Ce qui n'est pas simple, parce que ça met le monde dans une grande imprévisibilité. Il y a des plans, et puis en même temps, il est pragmatique. Donc on est dans un entre-deux très étonnant. Beaucoup de dogmatisme, tempéré par du pragmatisme. Donc ça va être très compliqué de voir où on va pour les prochaines semaines. Nicolas Barré, il y a eu 2 reculades cette semaine. Il y en a une ce soir sur les smartphones et les ordinateurs. Et il y en a une autre mercredi, de la même façon. C'est une alerte AFP en fin d'après-midi. Donald Trump suspend les surtaxes douanières pour 90 jours, alors sauf pour la Chine. Ah, ça, la raison de cette suspension, elle est absolument fondamentale. C'est que, en fait, il y a une crise de confiance très grave à l'égard des États-Unis. Et ça, c'est pas arrivé depuis des décennies, en fait. C'est que les marchés du crédit, donc tous les gens qui prêtent de l'argent aux États-Unis, et Dieu sait s'ils ont besoin d'énormément de fonds puisqu'ils sont en déficit, les marchés du crédit, tout d'un coup, se sont mis à douter de la qualité de la signature américaine. Et on va voir la courbe des taux d'intérêt, d'ailleurs. On va la voir très clairement. Les taux à 10 ans se sont envolés. Est-ce que c'est cette courbe qui va apparaître qui a fait douter Donald Trump. Exactement. En fait, voilà. y a pas mal de grands patrons de Wall Street, notamment Jamie Dimon, qui sont allés le voir, d'autres qui ont insisté auprès de lui.
Et ce décalage de taux d'intérêt, cette très forte hausse des taux d'intérêt sur la dette américaine qu'on voit là sur ce graphique, c'est le signe que les marchés n'ont plus confiance. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Crédit, ça veut dire croire, hein. Oui, en latin, credere. Hein. Et vous avez en même temps une hausse des taux d'intérêt et en même temps une chute du dollar. Normalement, quand les taux d'intérêt montent, la monnaie monte. Ça favorise la monnaie. Là, il y a une crise de confiance totale. Et vraiment, ça, c'est beaucoup plus grave que la chute des marchés boursiers, si vous voulez. Parce que... De même qu'on doutait de la Grèce en 2011, en 2025, ce mercredi-là, on s'est mis à douter de la signature de Washington. En fait, c'est un peu un moment Lehman Brothers à l'échelle du Trésor américain, si vous voulez. Donc là, quand même, la situation devenait très préoccupante, avec des taux même à 30 ans qui s'envolaient encore plus. Enfin, franchement, et ça montre aussi que finalement, le reste du monde, ceux qui prêtent aux États-Unis, c'est-à-dire l'Europe, le Japon, dans une moindre mesure les Chinois, la Corée, tous ces pays qui apportent de l'épargne aux États-Unis, finalement, ont un levier colossal à l'égard des États-Unis. Ça veut dire, Stéphanie Villers, que Donald Trump recule. Alors, il recule face au consommateur qui veut son iPhone Made in China et face au marché qui lui dit « Attention, moi, je te prête plus si tu pars en toupie. » Oui, mais voilà, le modèle américain, en fait, se repose sur le crédit. Et vous savez, on entend depuis quand même des années cette menace en disant comme ce sont les investisseurs étrangers qui détiennent la dette américaine. Au moment où ces investisseurs chinois ou européens vont vendre, ça va faire très mal, mais ça s'est jamais, en fait, concrétisé. Et c'est bien la première fois, en fait, qu'on passe à l'acte. C'est-à-dire que les investisseurs étrangers se disent « Ok, on se déleste de la dette américaine. Hein, ça a été la Chine, le Japon, mais aussi l'Union européenne. Avec eh bien cet argent, il faut bien qu'elle se place après, il se place quelque part. Et en fait, on voit en fait que ces capitaux, en fait, ont plutôt été tournés vers l'Union européenne, et ce qui montre bien que dans cette instabilité qui est en train de s'installer, eh ben, l'Union européenne est constituée, enfin, représente un havre de stabilité. Et c'est la nouvelle donne, hein, parce que c'est ce qu'on prônait depuis quand même pas mal de décennies, en disant que l'Union européenne, avec sa monnaie unique, c'était quand même la plus vaste zone de libre-échange stable. Eh bien, véritablement, ça a été prouvé cette semaine. Alors justement, je vous propose qu'on écoute le patron de la Bourse de Paris, qui effectivement, en début de semaine, dit les capitaux qui autrefois allaient aux États-Unis, ben maintenant c'est le sens inverse, les capitaux quittent les États-Unis et ils viennent se protéger en Europe. On écoute Stéphane Boujna. Il y a un mouvement d'investissement qui quitte les États-Unis pour se réinvestir en Europe. C'est probablement le point le plus important, c'est que depuis que cette expérience a commencé, de l'argent quitte les États-Unis pour s'investir en Europe. Il y a une question de téléspectateur qu'on me souffle dans l'oreillette, Stéphanie Villers. Est-ce que du coup, voilà, si la Chine veut vendre encore moins cher ses produits à l'Europe, non, alors c'est pas ça. C'était la question sur l'euro, pourrait-elle remplacer le dollar en tant que monnaie refuge ? Alors, ça a toujours été une ambition hein, au moment de la création de la monnaie unique. Alors, ça met quand même beaucoup de temps. Mais là, il y a un coup d'accélérateur. C'est-à-dire que Donald Trump a peut-être été trop loin hein, et a déstabilisé en fait l'ordre mondial. Ce qui fait que quand nous, Européens, on ne remet pas en cause en fait, cette mondialisation, eh bien, les investisseurs ont tendance à aller là où ça semble être plus stable. Et on va voir d'ailleurs le cours de l'or qui s'envole. C'est directement lié, Nicolas Barré, l'or qui a gagné 36% en un an, qui pulvérise chaque jour son record de la veille. Oui, là, typiquement, l'or joue ce rôle de valeur refuge, mais il y a d'autres actifs qui jouent ce rôle-là, et notamment, par exemple, les obligations d'État allemands. L'Allemagne paraît plus crédible que les États-Unis. Ça, c'est quand même fou. Au moment où les États-Unis annoncent des baisses de dépenses publiques, et normalement, ça devrait favoriser l'investissement aux États-Unis, on devrait se dire, bon, eh ben, les taux d'intérêt s'envolent. Et au moment où l'Allemagne annonce un énorme plan d'investissement, 1000 milliards d'euros sur... On va dépenser. Eh ben, on prête à l'Allemagne à des taux encore plus favorables. Donc ça montre bien que la valeur refuge, c'est plus le dollar, c'est plus les T-bonds américains, c'est plus... des obligations allemandes ou éventuellement de l'or, effectivement. Et il y a une autre valeur refuge, je me tourne vers vous, Richard Verly, journaliste franco-suisse. Je vois où vous voulez en venir. Ouais, où je voulais en venir. On va regarder la courbe du franc suisse sur les 3 derniers mois. Regardez, c'est assez spectaculaire. Hein. La monnaie suisse
fait office de valeur refuge. D'ailleurs, je me mets à la place, quand vous allez en Suisse, ce qui fait que c'est tellement cher, ça doit être hors de prix. Le steak frites à Genève devient inabordable. Il était déjà cher et il l'est encore plus. Je pensais que vous alliez me demander, Axel, si j'étais mécaniquement augmenté chaque mois. Ah oui. J'espère que vous êtes payé en francs suisses. Je vous le confirme, absolument. Tous les salariés en France suisse et qui vivent en zone euro se trouvent mécaniquement augmentés, mais le contraire fut vrai également à certaines époques. Oui, le franc suisse est une valeur refuge pour une raison connue, qui n'est absolument pas nouvelle, c'est la stabilité politique du pays, c'est le fait que c'est un pays qui a une économie qui reste extrêmement performante, même si la Suisse a reçu une gifle de 31% de taxes. Vous avez été plus maltraité que nous. Absolument, à laquelle elle ne s'attendait pas du tout, mais l'honneur est sauf puisque le Washington Post a écrit dans un article que c'est suite notamment au coup de fil de la présidente de la Confédération, Mme Keller-Sutter, que Donald Trump a réussi à décider le report de 90 jours de la mise en œuvre des tarifs. Évidemment, on ne sait pas si c'est vrai, mais on a pris ça comme un signe de reconnaissance dans ces moments tumultueux. On prend ce qu'on peut comme satisfaction. Moi, par contre, je voudrais quand même apporter une nuance. Mais comment en Suisse, on a pris la Suisse, on a l'impression qu'il n'a qu'une religion, c'est le doux commerce. On l'a très mal pris. D'abord parce qu'on ne s'y était pas préparé. Donc là, on peut dire que la Suisse ne s'attendait pas à être traitée de cette manière. Pourquoi ? Pour une raison objective, c'est que le montant des investissements suisses aux États-Unis est très important. Et le nombre d'emplois que créent ces investissements aux États-Unis, on parle de 5 à 6 millions d'emplois américains directement liés aux investissements suisses, ce qui est énorme pour un aussi petit pays. Donc on pensait que ça, notre ancrage, disons, aux États-Unis, allait nous protéger. Ça n'a pas été le cas, ce qui prouve la manière dont les décisions ont été prises, d'ailleurs, puisque il y a eu des pays quand même assez fantasques, on va dire, ou des noms qui sont apparus dans cette liste. On pense aux Lesotho, qui s'est pris 50% de droits de douane. Et cette île australienne où il y a seulement des pingouins. Bref, je passe les détails. Donc ça a quand même été un choc. D'ailleurs, la présidente de la Confédération dont je parlais va prochainement se rendre à Washington. Par contre, ça a été un choc également parce que la Suisse, on le sait peu, mais on va en parler ces jours-ci, joue un rôle important dans la diplomatie américaine puisqu'elle représente les intérêts des États-Unis en Iran. Et donc, on avait l'habitude de considérer que c'était un peu une complicité de fait avec l'administration américaine qui nous bénéficiait. Ce n'est plus du tout vrai. Par contre, cet aspect valeur refuge, je reviens au franc suisse, il est logique, puisque regardez les devises sur la planète qui peuvent garantir une stabilité sur des décennies, le franc suisse arrive quasiment en tête. Donc ce n'est pas étonnant, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour l'économie, parce que le franc suisse va à nouveau s'apprécier, et l'économie suisse est une économie très exportatrice. Elle a un avantage toutefois encore aux États-Unis, c'est que un des grands secteurs d'investissement suisse aux États-Unis, c'est la pharma, qui pour l'instant reste hors tarif. Donc ça permet à la pharma quand même de continuer d'exporter et d'investir aux États-Unis. C'est donc une semaine d'intenses yo-yo que viennent de traverser les bourses mondiales, suspendues aux multiples revirements de Donald Trump. Le président américain s'enlise dans sa guerre commerciale en sapant la confiance accordée jusque-là aux actifs américains. Le récit d'Anne Maquignon et Erwan Elion. Qui l'eût cru ? Après plusieurs jours de plongeon, les indices boursiers américains achèvent finalement la semaine sur une hausse. Wall Street a réagi positivement aujourd'hui. Les indices ont progressé suite à l'évolution des tarifs douaniers. Vous voyez un peu de rouge, mais c'est surtout du vert que l'on voit à l'écran. Le marché se reprend. Donald Trump a finalement réussi à calmer le jeu. Pour l'instant. Le pari n'était pourtant pas gagné d'avance, car mercredi, le commerce international s'était réveillé sous l'avalanche des nouveaux droits de douane, avec un président américain plus vulgaire que jamais. Ces pays nous appellent, ils me lèchent le cul. Ils meurent d'envie de passer un accord. S'il vous plaît, passons un accord. Des moqueries vite remballées. Avant même la tombée de la nuit, les droits de douane additionnels sont finalement suspendus. Revirement spectaculaire. À la Maison-Blanche, on assure que la volte-face faisait partie du plan. Et tout cela, encore une fois, a été guidé par la stratégie du président. Lui et moi avons eu une longue discussion dimanche et c'était sa stratégie depuis le début. Sacrée pirouette pour un président aussi sûr de lui. Donald Trump s'est fait rattraper par la réalité, confronté à des places boursières dans la tourmente partout dans le monde. À Wall Street, l'indice Nasdaq avait chuté de plus de 10% en 2 jours. Moins 11% en une semaine pour le CAC 40 à la Bourse de Paris. Et une dégringolade de 13% pour le Nikkei au Japon. Des milliards de dollars d'actions parties en fumée,
Une panique financière déterminante, de l'aveu même du président. J'ai trouvé que les gens s'agitaient un peu. Ils devenaient fébriles. Je pense que les marchés financiers changent. Regardez bien, ils ont changé aujourd'hui. Nous sommes passés de plutôt mesurés aujourd'hui. Les jours derniers, c'était plutôt morose, à ce qui est considéré comme la plus grosse journée de l'histoire financière. C'est un gros changement. Et je pense que le mot, c'est flexibilité. Il faut être flexible. J'entends qu'on dit Donald Trump a plié devant les marchés financiers. Il faut être précis. Il a plié devant un des marchés financiers. Ouais. Il a plié devant le marché financier de la dette. Ouais. Il a dû caler devant quoi? Devant le fait que les États-Unis, c'est le pays qui est le plus endetté au monde et c'est le pays qui a besoin des autres pour se financer. Besoin notamment de la Chine. Et pourtant, c'est vers elle que Donald Trump concentre toutes ses attaques. Plus 145% de droits de douane sur les produits chinois. Pékin riposte 125% de taxes en retour sur les produits américains. Surenchère, guerre des nerfs. Pas question pour les Chinois de céder à la pression maximale des États-Unis. Donnez un doigt à la brute, elle vous prendra le bras. Et dans la bataille entre les deux pays, la Chine a un atout de taille. Elle possède 800 milliards de la dette des États-Unis. Des bons du Trésor américain que le gouvernement chinois pourrait menacer de liquider. Un moyen de pression qui pourrait peut-être finalement adoucir l'attitude des Américains. Le président reste très ouvert à l'idée d'un accord. Pourquoi est-il optimiste sur le fait que la Chine veut conclure un accord? Il ne se parle pas. D'où vient cet optimisme? Il est optimiste. La pression vient aussi des démocrates. 6 sénateurs réclament une enquête. Ils soupçonnent le président américain d'avoir manipulé les marchés avec son revirement sur les droits de douane pour enrichir ses proches. Nicolas Barré, question téléspectateur. Trump recule sur les ordinateurs et les smartphones importés de la Chine par les États-Unis. Peut-il y avoir d'autres revirements? C'est vrai qu'on n'arrive pas à savoir s'il veut se découpler de la Chine ou s'il est simplement dans un rapport de force pour obtenir des concessions de ce pays qui est très important dans le commerce mondial. En fait, dans ce rapport de force, son problème, c'est que, a priori, il ne peut que perdre. Parce que le rapport de force va être gagné par celui qui est le plus dur au mal et celui qui peut attendre le plus longtemps. Et par définition, quand vous avez en face de vous un régime autocratique comme la Chine, qui est capable de faire subir à la population chinoise la détérioration des conditions économiques pendant assez longtemps, on l'a vu pendant le Covid, hein, ça a été épouvantable, le régime chinois n'hésitera pas à tenir. Et donc en face, il faut que Trump, s'il veut gagner son bras de fer, il faut qu'il tienne plus longtemps. Et là, on voit bien, il met un genou à terre avec l'électronique. Et il est probable que ça va continuer. En ce moment, la presse chinoise s'amuse à rappeler cette fameuse phrase de Mao qui disait « Les États-Unis sont un tigre de papier ». Et il se moque des États-Unis allègrement à longueur dans les réseaux sociaux et dans les médias officiels chinois en disant on tiendra, quoi qu'il arrive. Et l'époque de Mao était épouvantable pour le peuple chinois, mais voilà, le régime a tenu. Xi Jinping est dans cette optique-là. Voilà. Stéphanie Villers, il paraît d'ailleurs que les ports de Chine ont cessé les containers ont cessé de quitter la Chine pour alimenter le marché américain. Alors, il y a déjà des dessins humoristiques qui circulent aux États-Unis. Du coup, la casquette MAGA, là, qui est made in China, vous avez vu à combien elle va se retrouver sur les étals des supermarchés aux États-Unis? À $77. Ça va faire dans les 70 €. C'est ce qui guette le consommateur américain, ça, s'il est privé de tous ces containers made in China? Oui, en fait, il est en train, Donald Trump, de tuer le moteur de la croissance américaine. Je rappelle que 70% de la croissance américaine, c'est lié à la dépense privée, c'est-à-dire à la consommation des ménages. Donc, si les droits de douane avec la Chine sont trop importants, on se doute bien que ça va augmenter massivement les prix aux États-Unis et ça va empêcher les Américains d'avoir leur niveau de dépenses habituels. Et les Américains sont aussi très endettés, comme on disait, avec des taux d'intérêt qui, eux aussi, vont continuer à augmenter. Donc, véritablement, là, Donald Trump, en interne, est en train de déclencher un cycle récessif. Donc, les Chinois, en fait, sont bel et bien conscients de ça. Pour autant, les Chinois, leur moteur, ça reste quand même les exportations. Et cette imprévisibilité de Donald Trump, pour l'ensemble des entreprises,
du monde pose un immense problème, puisque aujourd'hui, si il supprime les droits de douane, comme vous l'avez dit justement Anne, les entreprises s'étaient déjà mis en ordre de marche pour essayer de faire face à cette augmentation des droits de douane. Aujourd'hui, il les retire. Vous comprenez que là, la meilleure action des entreprises, ça va être l'attentisme. On peut plus, tant qu'il n'y a pas de feuille de route claire, il veut plus jouer avec les règles de la mondialisation, mais il donne pas ces nouvelles règles, donc on ne sait plus où aller. Et c'est pour ça qu'on parle de récession aux États-Unis, parce que tous les patrons vont dire, on pose le stylo et on attend que ça se calme un petit peu. Et on va se tourner vers d'autres marchés, puisque en fait, il n'y a que les États-Unis aujourd'hui qui sont contre le libre-échange. Les autres entités, que ce soit l'Europe, la Chine, l'Australie, le Canada, veulent continuer en fait à commercer comme auparavant. Alors justement, Anne de Guigné, la Chine, elle voit que c'est compliqué maintenant d'exporter aux États-Unis, donc elle nous tend la main. Il y avait Pedro Sanchez hier, le Premier ministre espagnol, qui était à Pékin, qui a rencontré Xi Jinping, et ils ont fait une conférence de presse tous les deux. Donc Xi Jinping a dit « La Chine et l'Union européenne doivent protéger conjointement la mondialisation ». Donc nous, on va la protéger, et résister ensemble à toute coercition unilatérale. Est-ce qu'au fond, il va y avoir une alliance Chine-Europe face au méchant Donald Trump? En tout cas, ce qui est très intéressant, Axel, c'est que la Chine joue le jeu du bon élève de la mondialisation, de l'élève qui respecte les règles du multilatéralisme, qui est dans l'OMC. Voilà. Donc c'est très amusant, alors qu'auparavant, vous aviez une alliance Europe-États-Unis pour ensemble se plaindre de la Chine qui ne respectait absolument pas les jeux. Vous savez, c'est les jeux. Ce qui est interdit, c'est le dumping, les aides excessives. Et donc les États-Unis et l'Europe ont passé leur temps à se plaindre de la Chine. Et aujourd'hui, la Chine prend les États-Unis à reverse pour dire non, nous sommes les garants du droit multilatéral. Et donc l'Europe a en effet tout intérêt à jouer ce jeu-là, mais en les prenant vraiment à la lettre. C'est-à-dire les dumpings sur les voitures, on les connaît. De dire, OK, si vous êtes devenus les meilleurs champions de l'OMC, respectez les règles et faites attention à vos surcapacités, parce que les surcapacités chinoises, elles sont gigantesques, et si elles ne vont plus vers les États-Unis, elles menacent l'Europe. Donc c'est intéressant. Et l'Europe, évidemment, a une carte à jouer avec la Chine, mais sans aucune naïveté, surtout. Donc s'ils disent que maintenant, ce sont devenus des très bons élèves, dites-leur, très bien, regardons ensemble les règles, et règle par règle, les respectez-vous. Et notamment les questions de dumping sur les voitures. Richard Verly, est-ce à dire que la Chine, ne pouvant plus exporter ses t-shirts, même ses aciers, etc., vers les États-Unis, l'Europe va être le déversoir des surplus chinois? Alors ça, c'est le grand risque. Vous savez, je reviens d'Asie. Dans une ville comme Bangkok, la capitale de la Thaïlande, il y a eu en 2 ans une multiplication par 10 des magasins à bas coût chinois. Vous savez, les magasins qui vendent pour l'équivalent de 1 euro tout un tas de choses. J'étais stupéfait de voir la prolifération de ces enseignes qui, il y a seulement 2 ans, il y en avait quelques-uns, maintenant on en voit partout. C'est vous dire qu'il y a un risque. Parce que bien évidemment, les Chinois ont des containers, j'allais dire des milliers, des dizaines de milliers de containers qui sont prêts à être montés sur des cargos et sans doute à arriver en Europe. Je rappelle par le port du Pirée, le fameux port grec, que l'Europe, à l'époque de la crise grecque, a laissé prendre par la Chine, puisqu'elle en a maintenant le contrôle. Les Chinois ont racheté le port d'Athènes. Absolument, ne l'oublions pas. Donc oui, il y a un risque énorme, mais ce qui est frappant, c'est que si véritablement, et on peut penser que c'est ça son objectif, si Donald Trump veut casser la Chine, ou en tout cas veut empêcher que la Chine devienne la première puissance mondiale, ce qui est son obsession, dans ce cas, il faut faire des alliances. Et l'allié naturel des États-Unis devrait être l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne, depuis 2016, c'est-à-dire depuis sa première présidence, a fait une proposition de zone de libre-échange atlantique, 0 tarif, qui franchement aurait du sens. S'il s'agit de lutter contre la Chine, eh bien que les puissances occidentales se mettent ensemble. C'est ça qui est incompréhensible, c'est qu'il est tapé sur l'Europe, qui est son allié naturel. Il veut casser la Chine en tapant sur ses alliés. C'est un truc complètement incroyable. Et je peux vous dire qu'en Asie du Sud-Est, n'oublions pas cette partie du monde qui est très importante, il y a 600 millions de consommateurs dans des pays émergents importants. Eh bien, devinez où Xi Jinping sera la semaine prochaine. Il sera au Vietnam, au Cambodge et en Malaisie. C'est-à-dire que les Chinois, eux, ils se font des alliés. En ce moment, ils ne se font pas des ennemis. Nicolas Barré, on dit très souvent que dans une relation à 3, il faut être l'un des deux. Qui va se retrouver seul? On a l'impression que c'est Donald Trump qui va se retrouver tout seul, là,
telles que les choses se présentent? Oui, alors dans cette relation à trois, faut effectivement, comme disait Anne, il ne faut pas être naïf vis-à-vis de la Chine quand même, hein, parce qu'il y a quand même quelques petits problèmes avec... Alors justement, question téléspectateur à ce sujet. Si la Chine veut vendre encore moins cher ses produits à l'Europe, en quoi est-ce un problème? Pour moi, simple consommateur, si les t-shirts sont plus à 5 € mais à 2,50 €, ça va être Noël tous les jours en Europe. C'est vrai que c'est formidable pour le consommateur, ça l'est moins pour le salarié qui travaille dans les industries qui sont concurrentes de ces produits-là. Mais vis-à-vis de la Chine, vous savez, là on parle de droits de douane, mais eux, ils ont tout un tas d'autres barrières qui ne sont pas des droits de douane, mais qui sont des barrières non tarifaires, comme on dit, et qui empêchent d'accéder au marché chinois, de facto. Donc, déjà... C'est très difficile pour une entreprise européenne de vendre en Chine. Mais c'est épouvantable. Vous ne pouvez pas accéder au marché public, en plus, alors qu'en Europe, ils peuvent. Vous avez des tas de normes qui vous... Enfin, ils font tout pour scier empêcher les entreprises étrangères de prospérer en Chine, quand même. Donc ça, il faut savoir ça. Et par ailleurs... cette histoire de s'allier, là, comme ça, temporairement avec la Chine, il y a un tout petit problème en ce moment, c'est que la Chine soutient à fond la Russie dans le conflit en Ukraine. Et donc, il faudrait quand même qu'elle commence d'abord par cesser ce soutien avant qu'on puisse parler d'alliance ou de dialogue un peu plus stratégique avec eux. Mais là aussi, c'est fascinant. Donald Trump veut, officiellement, il l'a dit, il veut désarrimer la Russie de la Chine. C'est un objectif. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de les rapprocher. Parce que dans les circonstances actuelles, jamais Xi Jinping ne va renoncer aux ressources naturelles énormes de la Russie. Donc, très franchement, là, on ne comprend pas la stratégie américaine. Stéphanie Villers, attention à ce baiser de Judas de la Chine, il faut savoir s'en protéger parce qu'il joue des règles. C'est vrai que par exemple dans l'acier, là je vous donne quelques titres de presse, le cri d'alarme de l'industrie européenne de l'acier. Et on a appris récemment que le Royaume-Uni, qui est le berceau quand même de la sidérurgie, eh bien au Royaume-Uni, ils vont fermer le dernier haut fourneau. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'acier neuf au Royaume-Uni. Oui, alors c'est vrai qu'on a été très naïf au moment de l'adhésion de la Chine à l'OMC, il y a plus de 25 ans, en 2001, parce qu'on n'a pas vu que la Chine allait à la fois se protéger sur son marché local et allait avoir cette puissance aidée par quand même les entreprises européennes et américaines qui sont venues se délocaliser en Chine. C'est ça qui s'est passé. On est venu produire. Et on leur a montré comment fabriquer des Airbus. Surtout, on a profité collectivement du coût de la main-d'œuvre à bas coût, peu élevé, pour pouvoir après vendre ces produits sur le marché européen et sur le marché américain. Ça ne s'est pas fait tout seul. La Chine n'a pas construit sa croissance à 2 chiffres pendant 20 ans toute seule. Elle a été véritablement stimulée par cette délocalisation des entreprises européennes et américaines sur place. Ensuite, si la Chine arrive avec les produits exporte, les produits à bas coût, les panneaux solaires par exemple, elle les brade en Europe. Mais non, mais en fait, on a su tirer les leçons en Europe. Maintenant, il y a quand même, on sait, mais après, est-ce qu'il y a le choix politique derrière? Mais on a en fait les outils pour remettre des quotas, remettre des droits de douane avec la voiture électrique, pour essayer d'empêcher qu'il y ait cette concurrence déloyale qui se propage au sein de l'Union européenne. Mais arriver avec des produits à bas coût, ça permettra à l'Europe d'avoir une inflation très basse, contrairement aux États-Unis. Et ça a quand même un intérêt, parce que ça va nous permettre de continuer à baisser nos taux d'intérêt. Christine Lagarde, qui est française, a tout intérêt, pas uniquement parce qu'elle est française, mais en tout cas de poursuivre sa baisse des taux d'intérêt. Et pour nous, l'Europe, on doit financer la défense, on doit relancer en fait des plans de soutien pour soutenir notre croissance. Et ça, c'est bien vu. Voilà, je cite ce spécialiste, ce consultant de l'habillement. Les prix de l'habillement vont augmenter aux États-Unis, puisqu'ils n'auront plus les conteneurs chinois, et ils vont baisser en Europe, puisque nous, au contraire, on va récupérer tous les conteneurs. Mais alors, sur Anne de Guigné, faut-il se protéger de la Chine? C'est vrai qu'on a beaucoup dit que dans les panneaux solaires, on avait autrefois une industrie en Europe. Bien sûr. On n'en a plus, et les gens disent, demain, ça sera dans les pneus Michelin, et après-demain, dans l'automobile. Oui. Et demain, nos enfants rouleront en BYD ou en... je ne sais pas comment elles s'appellent, les marques chinoises. L'exemple de l'habillement, il est parfait, parce qu'il y a une petite industrie textile en Europe, mais qui résiste encore un peu. Bien sûr, tout le monde est à la fois consommateur
et puis salariés. Et on est aussi salariés. Et puis on est aussi citoyens. Est-ce qu'on a envie... Alors l'Europe a toujours défendu le consommateur plutôt que le producteur. C'était un choix, en effet, c'est le principe de la concurrence. Mais la politique de la concurrence, ça peut aussi être une bonne politique industrielle, parce que normalement, ça vous aiguille aussi, ça aiguille aussi les entreprises à être plus compétitives. Parce que c'est vrai que là, on parle que de commerce, de droits de douane et de commerce international, mais au départ, les tarifs, ce ne sont pas la solution pour rendre vos entreprises compétitives. Il y a quand même des solutions internes. Et c'est vrai que la Chine, notamment sur la voiture électrique, est largement en avance sur l'Europe. Et donc les tarifs de 35%, mais ils ne suffiront pas, vu le nombre de voitures dans les ports chinois aujourd'hui, si elles ne vont plus aux États-Unis, il va y avoir un tel afflux. Donc sur la voiture, ça va être très compliqué. Je pense qu'il y a deux choix. Soit il faut énormément augmenter les tarifs, mais ce qui est compliqué, parce que l'Europe ne va pas non plus jouer le jeu du protectionnisme, soit accepter qu'ils entrent et puis faire des joint ventures et puis refaire à l'envers. Il y a 20 ans, c'était Volkswagen qui allait en Chine, qui a un peu appris aux Chinois à monter en haut de gamme dans la voiture. C'est un peu, je dirais que c'est pas très réjouissant en tant qu'Européen, mais on est peut-être arrivé au moment où c'est la voiture électrique chinoise qui va y faire. Il faut faire des partages de technologies. C'est compliqué, mais aujourd'hui, en tout cas sur la voiture électrique, il y a un tel décalage d'avancée technologique, ça va être très compliqué pour l'industrie européenne. Il ne faut pas être naïf, en tout cas, il ne faut pas subir leur submersion. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter celui qui a permis l'entrée de la Chine dans la mondialisation. C'est un Français, c'est Pascal Lamy, qui était le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Selon Pascal Lamy, l'Union européenne a les moyens de se défendre. Les premiers à pâtir de la guerre commerciale seront sans aucun doute, dit-il, les Américains. Je vous propose d'écouter l'ancien patron de l'OMC avec cet entretien de Barbara Steck et Marion Devauchel. Toute la semaine, Donald Trump a affolé les marchés et plongé l'économie mondiale dans l'incertitude totale. Pour l'ancien patron de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy, la croissance européenne déjà faible va souffrir. Si on regarde le scénario le pire, chez nous, en Europe, c'est un impact de l'ordre d'un demi-point de croissance. Alors, c'est pas autant qu'aux États-Unis, c'est 5 fois moins, ce qui est douloureux quand même, même si j'observe qu'un certain nombre de gouvernements, et je ne parle pas seulement du gouvernement français, vont avoir tendance à dire les ennuis qu'on a à la maison sur le plan économique, c'est la faute à Trump. Là, il faut s'y attendre. C'est trop commode, quand on est au pouvoir et qu'on a des problèmes, de mettre ça sur le dos des autres. Donald Trump, l'alibi parfait. Dans ce contexte fragile, certains pays européens pourraient-ils être tentés de négocier, chacun dans leur coin, avec le président américain? Aucun risque pour celui qui a aussi été commissaire européen. Parce que depuis 1957, nous sommes une union douanière. Il y a une seule politique commerciale commune, un seul tarif extérieur commun. Et donc, il y a aucune chance, aucune possibilité juridique, politique, de négocier des deals commerciaux. Sur importation et exportation, l'Union européenne, c'est un bloc. Face aux tarifs douaniers américains, l'Organisation mondiale du commerce se retrouve désarmée. Pour autant, Pascal Lamy estime qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite. Donc l'Organisation mondiale du commerce, en l'occurrence, elle ne peut rien contre les Américains, puisque les Américains sont de fait sortis de l'Organisation mondiale du commerce. Bon. Là où l'Organisation mondiale du commerce, à mon avis, doit s'intéresser à la suite, c'est en réunissant les autres pays que les Américains. Après tout, les Américains, c'est 13% des importations mondiales. Vous avez 87% des importations mondiales qui continuent à siéger à la table de l'OMC. Et là, il faut discuter ce qu'on fait ensemble contre les Américains, parce que si on le fait de manière concertée, coopérative, on sera beaucoup plus efficace. On aura beaucoup plus de force de feu sur les sanctions qu'on met en place. En attendant, peut-être une réponse commune. L'escalade tarifaire se poursuit entre la Chine et les États-Unis, et l'Europe s'inquiète de se retrouver submergée par les marchandises chinoises. Comme fait le commerce, c'est un peu comme l'eau. Vous l'empêchez de passer quelque part, il va essayer d'aller ailleurs. Bon. On a ce qu'il faut d'instruments de ce qu'on appelle la défense commerciale. C'est pas très compliqué, et c'est très facile du point de vue des procédures.
c'est parfaitement régulier dans l'Union européenne, s'il y a une bouffée imprévue d'importation, pof, on met une clause de sauvegarde. Et on a tout à fait les moyens d'éviter qu'un surplus de marchandises qui n'irait pas aux États-Unis débarque en Europe. Est-ce que, pour autant, et dans ces circonstances, l'Union européenne doit se rapprocher ou non des Chinois ou d'autres partenaires commerciaux? Là aussi, ça dépend de l'idée qu'on se fait de la durée de cette maladie trumpienne. Si on pense que ça va durer, évidemment, on va aller, les uns et les autres, aller chercher des marchés ailleurs. Mon sentiment est que le système global, si les États-Unis restent isolés, va se changer et retrouver une forme d'équilibre. Nicolas Barré, est-ce qu'il est possible que la maladie trumpienne, je reprends l'expression, ne dure pas si longtemps? On annonce déjà peut-être un bain de sang pour les Républicains aux prochaines élections mi-temps. Ou est-ce que quelque chose s'est cassé cette semaine dans notre relation avec les États-Unis? Alors, oui, quelque chose s'est cassé, ça certainement, dans la relation avec les États-Unis. Est-ce que la maladie va durer? Il y a aujourd'hui une partie des élus républicains qui commencent à considérer que Trump va trop loin. Il y a une partie du business qui s'élève contre certaines des mesures. Des grands cabinets d'avocats américains aussi qui s'inquiètent des méthodes de Trump à l'égard de l'état de droit qui est menacé. Donc, voilà, il y a un certain nombre de cordes de rappel qui commencent à émerger, mais pour l'instant, on ne peut pas compter juste sur le fait qu'il va perdre les midterms et que tout ira bien après. Et d'ailleurs, ce que dit Pascal Lamy est un peu, pardonnez-moi, mais un peu naïf. Hein. Oui, il dit, l'Amérique, c'est que 13% des importations mondiales. On peut faire du business sans eux, quoi. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, la part du business qui dépend indirectement ou directement des États-Unis est beaucoup plus importante. Si vous êtes un fournisseur de Volkswagen, qui Volkswagen va vendre aux États-Unis, votre commerce est avec l'Allemagne, avec Volkswagen, mais ensuite... Donc vous voyez bien, il y a des chaînes de valeur qui font que la part des États-Unis dans le commerce mondial est probablement du double de ce que cite Pascal Lamy, c'est plutôt de l'ordre de 30%. Donc, et puis dire que, comme il le dit, que s'il y a un gros problème, on prend des mesures en Europe et puis on a les outils. Non, on les prend pas. Les mesures, il faut être tous d'accord. Ça prend un temps fou. C'est pas juste, on va prendre une mesure et puis tout ira mieux. Donc je pense qu'il y a un côté un peu naïf dans ce propos. Stéphanie Villers, est-ce que ce mois d'avril 2025, dans les livres d'histoire, restera celui, un mois funeste pour la mondialisation qu'on connaît depuis quoi? Depuis la chute du mur de Berlin, la mondialisation heureuse, qui nous a amené des produits toujours moins chers dans les rayons de nos supermarchés. Oui, je pense qu'il y aura un avant et un après. Pour moi, je pense que c'est un mal pour un bien pour l'Union européenne. Je reviens là-dessus parce que on a créé cette union en fait pour développer le commerce intra-zone. C'était l'idée, surtout avec la monnaie unique, cette zone euro. Il fallait avoir une même monnaie parce que ça facilitait nos échanges. Ça a très bien marché parce que 65% de nos exportations, des exportations européennes, sont intra-zone. C'est quand même ce qui compte le plus. Et moi, c'est vrai que j'écoute ce que disent les experts en réalité, et surtout les entreprises. Les entreprises exportent beaucoup aux États-Unis, mais c'est très sectoriel en fait en réalité. C'est plutôt certains secteurs qui vont être touchés. Nos petites PME françaises, je vous rappelle, ou nos grandes PME françaises, elles sont très peu ouvertes au marché. Il y a eu la une de l'Alsace aujourd'hui, droit de douane en Alsace, les entreprises dans le flou. On a l'impression que ça a semé une panique. Les règles du jeu changent. Les règles du jeu changent. Donc on imagine effectivement que ça peut avoir une incidence sur les grands donneurs d'ordre qui vont effectivement peut-être être pénalisés par cette période d'incertitude. Mais je pense que l'intérêt de l'Union européenne, c'est d'intensifier ces échanges intra-zones pour ne pas subir en fait à la fois l'imprévisibilité des États-Unis ou cette politique un peu déloyale de la Chine vis-à-vis de l'Union européenne. Et je pense que le plan allemand de 500 milliards pour stimuler sa défense et ses infrastructures, c'est un très bon signal parce que l'Allemagne comprend en fait que ses partenaires historiques, qui étaient la Chine et les États-Unis, sont peut-être plus en fait des vrais partenaires, mais plutôt des adversaires. Anne de Guigné, est-ce que c'est Christine Lagarde qui disait Donald Trump proclame le jour
jour de la libération, eh bien moi je proclame le jour de l'indépendance. Oui. Est-ce que c'est le moment de se dire ne plus dépendre des États-Unis, de leurs GAFAM par exemple, des Google, Facebook, et ne plus dépendre de la Chine, où tous les panneaux solaires, où toutes les batteries, on est complètement, même les terres rares, on est complètement dépendant des Chinois? Axel, dans un monde idéal, oui, mais dans la réalité, on est tous complètement dépendants. Je pense nous cinq et tous ceux qui nous regardent, des GAFAM américains. Toute la journée, tous les réseaux sociaux, Google, c'est vraiment rentré dans notre vie. Parce que je vous pose la question parce qu'il est question de les sanctionner, les GAFAM. Oui, c'est ça. Et bien, vous avez vu que le ministre de l'économie allemand a dit, chers amis, hier, il y avait une réunion de tous les ministres des Finances européens pour réfléchir aux possibles sanctions vis-à-vis de Donald Trump. Donc la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait dit on pourrait les taper un peu sur le numérique, ce qui semble évidemment important, parce que le marché européen, parfois on est trop modeste. C'est un marché essentiel pour les champions du numérique américain. Donc on a vraiment une carte à jouer là-dessus. Donc elle a dit, voilà, il faut mettre ça dans la balance. Et tout de suite, le ministre des Finances allemand a dit « Oui, mais méfions-nous, parce qu'en fait, si eux commencent à se retirer, ils perdront des plumes, mais nous aussi, énormément, on a vraiment besoin d'eux. On n'aura plus de cloud. Donc moi, je rêve aussi d'une Europe plus indépendante, mais déjà, le marché européen ne peut pas absorber toute la production européenne. On a aussi des surplus. Comme là, on a un continent, pas la France, évidemment, malheureusement, mais la zone euro est exportatrice. Donc on aura beau s'échanger nos biens, il y aura une perte de valeur quand même importante. Et puis sauf si les Allemands commencent à consommer. Oui, sauf si les Allemands consomment plus. Mais bon. Mais donc voilà, moi je rêve en effet que l'Europe fasse un pas vers l'unité. Mais je pense, j'ai l'impression que dans le monde actuel, et quand on voit les débats qui se passent dans les ECOFIN, enfin les rencontres des ministres, il y a encore beaucoup de divergences de points de vue. On n'a pas parlé encore de l'Italie. C'est plus simple en Chine où c'est Xi qui décide. On n'a pas encore parlé de l'Italie. Bah si, alors la décarbonation, par exemple, hop, il vous prend des villes entières, il les déménage, et il interdit la voiture du jour au lendemain. Bah, c'est sûr que c'est plus facile. Bon, c'est un peu la question. Est-ce que la démocratie peut résister à ces changements? J'espère que oui, mais on voit vraiment que c'est pas. L'Europe a une très belle gouvernance, un bel idéal politique, et que c'est pas si simple dans des moments si difficiles où la violence revient, enfin quand même des moments de confrontation, mais c'est plus compliqué. Richard Verly, question d'Henri en Gironde. Que vont faire la France et l'Union européenne pendant ces 90 jours inespérés? Donc pendant 90 jours, on reste à 10% de droits de douane. Je crois que la Suisse, elle a décidé de ne pas rétorquer en disant on va faire le dos rond. Absolument. Donc, voilà. Comme en ce qui concerne la Suisse, il y aura cette visite donc, de la présidente de la Confédération tout bientôt, je crois que c'est le 22 ou le 23 avril, à Washington. Après Giorgia Meloni, qui doit y être le 17 avril, si je ne me trompe pas. Et après le commissaire européen au commerce, le Slovaque Maroš Šefčovič, qui est à Washington ce lundi. Mais il va être reçu parce que les autorités américaines la dernière fois, ne calculent pas les... Absolument. La dernière fois, on l'a prié de reprendre l'avion et il est revenu bredouille. On peut espérer que cette fois, il aura les rendez-vous nécessaires. Qu'est-ce que la France et l'Union européenne vont faire? D'abord, sur les questions commerciales, Pascal Lamy l'a dit, c'est la Commission européenne, c'est pas la France. Donc c'est la Commission européenne qui va tenter de négocier. Il y a une proposition sur la table, c'est cette proposition zéro tarif, elle n'est pas nouvelle, c'est dire aux Américains, eh bien pourquoi on ne constituerait pas une zone de libre-échange atlantique? Donald Trump n'en veut pas. Ce serait le contraire de ce qu'il veut faire, Donald Trump. Oui, mais vous avez remarqué que Donald Trump peut changer d'avis rapidement en fonction des circonstances. Donc ça, c'est toujours sur la table. Et puis ensuite, il y a pour l'instant la tentation quand même de l'Union européenne d'y aller doucement, de regarder les effets par filière. Et je rappelle, on ne le dit pas, mais qu'il y a un moyen pour beaucoup d'entreprises d'amortir ce choc douanier annoncé, c'est de rogner sur leurs marges. Et c'est quand vous parlez à des patrons, beaucoup de patrons en ce moment sont tentés de regarder et regardent déjà comment ils vont rogner sur leurs marges pour qu'au fond, la surtaxe américaine attendue n'ait pas un effet direct sur la consommation aux États-Unis. Après, sur Pascal Lamy, je voudrais juste commenter ce que disait Nicolas. Moi, j'avoue que je commence à avoir un problème parce que si Donald Trump est à la Maison-Blanche, disons-le, c'est un peu à cause de Pascal Lamy. C'est-à-dire tout ce que Pascal Lamy et les autres ont défendu de la version de la mondialisation heureuse, ou en tout cas de la mondialisation prospère, qui apporte tout le bonheur aux consommateurs, ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas vrai que la mondialisation a apporté partout des produits moins chers. Quand vous êtes aux États-Unis, la première chose que les Américains évoquent, c'est les factures qui ont augmenté, c'est le fait que les biens au supermarché ont augmenté. Donc cette idée que la mondialisation était nécessairement la bonne chose pour les consommateurs et que le protectionnisme est mauvais, ce n'est malheureusement pas vrai. Et si Donald Trump est à la Maison-Blanche, c'est en partie pour ça. Nicolas Barré, on a été peut-être un peu naïf aussi quand on a dit
en 2001 que la Chine pouvait entrer dans l'OMC. Et elle a même eu un statut privilégié parce que c'était considéré comme un pays pauvre. Donc elle avait le droit de faire tout ce qu'on voulait, mais nous, on s'est interdit d'être exigeant et de demander à pouvoir entrer en Chine. Il y a eu effectivement une forme de naïveté à ce moment-là, et on a laissé la Chine effectivement ne pas respecter certaines règles, tout en accédant au marché mondial dans les meilleures conditions possibles. Donc là, il y a eu un déséquilibre qui a permis à la Chine le rattrapage qu'on évoquait tout à l'heure, le rattrapage technologique, etc. Ensuite, c'est vrai que tout ça, politiquement, a créé, ce que disait Richard, a créé du ressentiment. Et d'une certaine manière, Trump a été élu sur ce ressentiment. Sur ces ouvriers qui ont perdu leur boulot parce qu'on a délocalisé et parce qu'on trouvait le produit moins cher en Chine. Exactement. Et ce qui est frappant finalement quand on regarde l'évolution de l'image des États-Unis, les États-Unis, ça a toujours été le pays de la liberté, de l'optimisme. Et là, on a un peu le sentiment que l'optimisme est en train de changer de camp et que c'est plutôt le pays de la fermeture. Vous avez vu, on va regarder. Vous avez vu c'est intéressant cette petite image de la Statue de la Liberté. Bon, c'est généré par intelligence artificielle, ça pullule sur les réseaux sociaux. Vous avez vu la Statue de la Liberté qui fait ses valises et qui rentre en Europe. Oui, mais c'est un peu tout ce soft power qui est en train de s'effriter, si vous voulez. Et ça, pour les États-Unis, c'est vrai que c'est une rupture. C'était le modèle, c'était le pays où tout le monde avait envie d'aller. Les patrons, comment parlent-ils de ce qui se passe, les patrons européens en ce moment? Comment voient-ils? Avec d'abord énormément d'inquiétude, mais aussi, surtout, ils songent à la riposte et ils sont plutôt les pieds sur le frein. C'est-à-dire qu'en disant, surtout, n'en faisons pas trop pour riposter aux États-Unis. Alors maintenant, on est dans cette période pas énerver la bête. De 90 jours, il va falloir négocier habilement. Mais la grande crainte de beaucoup de chefs d'entreprise, ce serait que, mais c'est pas le cas aujourd'hui, mais ce serait que l'Europe riposte de façon trop agressive. Ils sont plutôt pour gérer ça de façon plus accommodante. Pour une raison simple, on l'a vu avec la Chine, c'est que si vous ripostez fort, Donald Trump riposte encore plus fort. C'est-à-dire qu'il a pris le pari de l'escalade. Est-ce que c'est tenable sur la durée? On va le voir, mais pour l'instant, son parti pris, c'est quoi que vous fassiez, je taperai plus fort que vous. Mais on se prend quand même 10% de droits de douane supplémentaires. Hein. Si nous, on ne riposte pas, et eux, ils ont... inversement, l'Europe a mis des droits de douane à hauteur de 3%. Donc il y a quand même une iniquité déjà dans le rapport. Et les entreprises françaises et européennes qui voyaient, avant l'arrivée de Trump, les États-Unis comme un véritable Eldorado, parce que là-bas, sur place, il y avait le prix de l'énergie qui était 3 à 4 fois moins cher. Il y avait des subventions type IRA qui incitaient les entreprises à aller s'implanter là-bas. Il y avait aussi cette idée que le business était possible. Il n'y avait pas ces freins réglementaires comme il y en a en Europe. Aujourd'hui, les entreprises européennes qui étaient prêtes, qui voyaient quand même tout l'intérêt d'aller s'exporter, ou en tout cas de venir se localiser aux États-Unis, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est aujourd'hui, elles se disent, c'est peut-être pas en tout cas le bon moment pour répondre à l'injonction de Donald Trump de venir s'implanter sur le territoire américain. Alors, les soubresauts des marchés financiers ont donc échaudé plus d'un cette semaine, j'y arrive, notamment parmi les épargnants français qui sont réputés prudents. S'ils détiennent moins d'actions que les Américains, certains choisissent de se tourner, on l'a dit, vers l'or, quand d'autres se rabattent parfois sur les crypto-monnaies. Sujet de Léo Seu et Maxime Liogier. Les bourses qui dévissent de Hong Kong à Paris, conséquence de la guerre commerciale. Donald Trump fait marche arrière sur les droits de douane. Toujours ce matin de l'incertitude sur les marchés financiers. Y a-t-il péril pour les épargnants? L'économie réelle est-elle déjà touchée? Toute la semaine, les cours de la bourse n'ont cessé de fluctuer, mettant en péril une partie de l'épargne des Français. Sur ce marché, l'humeur de ceux qui détiennent des actions n'était pas au beau fixe. Il ne faut surtout pas paniquer. Comme disait mon grand-père, il faut acheter au son des canons et vendre au son des violons. Il ne faut pas bouger pour l'instant. Enfin, ça, c'est mon avis personnel et ça fait du yo-yo. On est un peu dans les mains de Trump, de ses petits caprices. Vos placements, ils sont dans le rouge? Comment ça se passe? Je ne veux pas regarder. La bourse en berne pousse certains à choisir l'or plus que jamais valeur refuge.
Dans cette boutique, c'est une tendance bien visible. Il faut dire qu'en l'espace de 2 décennies, son prix a été multiplié par 9. Alors sur les 20 dernières années, le cours de l'or, il était en 2000 à 10 000 euros et aujourd'hui, il est à 88 000 euros. Il a atteint son pic à 93 000 la semaine dernière et aujourd'hui, il s'est corrigé suite à l'annonce de Trump. Depuis, il est même remonté 91 600 euros désormais. Et les clients ont leurs produits favoris. Je commence par la pièce de 20 francs Napoléon. Donc c'est la pièce symbolique en France. Aujourd'hui, elle s'échange à 550 euros. Et ensuite, vous avez le lingot de 100 grammes qui est très apprécié parce qu'il est inférieur à 10 000 euros. Acheter de l'or palpable, espèce sonnante et trébuchante. Voilà ce que cherchent les clients ici. Philippe est justement venu se renseigner sur le cours du précieux métal. Je pense que l'or est un excellent placement sur le court, moyen ou long terme par rapport à d'autres placements qui sont beaucoup plus fluctuants et mouvants. C'est des déçus de la bourse, ceux qui achètent de l'or. Mais en majorité, c'est surtout des gens qui vendent des assurances-vie. Vraiment, c'est des gens qui veulent vraiment... Ils sont souvent fâchés avec leur banquier parce qu'ils ont eu des rendements très mauvais. C'est aussi des gens qui vendent des biens immobiliers parce qu'ils en peuvent plus. Des problèmes de location, des loyers impayés. Ils vendent leur appartement, leur placement locatif pour nous acheter de l'or en disant bon, moi ça, je mets de côté et l'inflation fera le reste, le cours de l'or augmentera. Mais il y a aussi la tentation de l'or numérique, les crypto-monnaies, qui elles aussi ont fluctué au rythme des revirements du président américain cette semaine. Les droits de douane arrivent donc le 2 avril 2025, c'était la semaine dernière, et donc on a une chute de Bitcoin de 15%. Sur du court terme, on a globalement un Bitcoin qui baisse autant, voire moins que la bourse américaine. On est sorti un petit peu du paradigme du crypto-geek, entre guillemets, dans sa chambre. Maintenant, on est vraiment sur un écosystème qui est directement lié à la finance traditionnelle. On ne peut plus investir en crypto-monnaie sans investir et comprendre le monde financier dans lequel on vit. Bitcoin aujourd'hui est impacté par la géopolitique, impacté par des politiques monétaires chinoises, américaines, européennes. On a vraiment un impact maintenant qui est global. Des crypto-monnaies chères à Donald Trump, lui qui avait lancé sa propre monnaie virtuelle avant son investiture. Début mars, il annonçait une réserve américaine composée de plusieurs d'entre elles, de quoi affoler les cours pour un temps. La perception qui a été faite, qui est sans doute à mon avis erronée, c'est qu'il risquait d'avoir un potentiel d'achat massif des États-Unis et donc potentiellement une hausse des cours. Il s'avère que je pense que ce n'est pas le cas et donc je pense que potentiellement, on verra une hausse sur le long terme, mais là, à court terme, je pense que l'industrie et les investisseurs se rendent compte dans le monde que c'est pas forcément une très bonne chose d'écouter le président parler de tel ou tel actif. D'après une récente étude, près d'un Français sur 3 envisage d'acquérir des crypto-monnaies en 2025, un chiffre en hausse de 12% par rapport à l'an dernier. Alors, Anne de Guigné, question d'Henri. Que fait le gouvernement français pour protéger l'épargne des petits épargnants? Si on investit en bourse, c'est assez risques et périls. Oui, non mais déjà il ne faut pas se faire trop peur. Le patrimoine des Français, il est très majoritairement en immobilier. Je crois que c'est à peu près 3/4 d'immobilier. Ensuite, vous avez encore peut-être 20 points de dette d'État, d'assurance vie non du Trésor de l'État français. Et puis la bourse, les produits risqués, c'est peut-être 5%. Enfin, je dis vraiment des gros, à la louche. À la louche. Donc le gouvernement français ne protège pas les investissements en bourse. Par contre, il protège le fait que les banques françaises soient solides. Il ne faut pas que les épargnants qui nous écoutent, il ne faut pas non plus, on n'est pas à la veille de voir les grandes banques françaises tomber, c'est pas du tout ça. Donc ceux qui mettent de l'argent en bourse, oui, ça va fluctuer encore, forcément, vu le contexte. Donc voilà, il faut attendre, mais non, le gouvernement français n'intervient pas sur les bourses internationales. Mais Dieu merci, là, on tomberait dans une économie très rigide. Mais voilà, il y a une inquiétude forte sur l'économie, il y a un reflet. Comme le disait Nicolas, donc, même si l'économie française n'est pas directement très touchée par les États-Unis, comme toute l'industrie française, c'est des fournisseurs des grands groupes allemands, donc tout est lié. Donc la croissance française va être plus faible. Pour moi, c'est ça le vrai problème. La bourse, ça va être encore un peu erratique. Donc ceux qui sont en perte, il faut attendre. Mais je pense qu'il ne faut pas... Restons calmes. Les épargnants ne vont pas être ruinés aujourd'hui. Alors que Nicolas Barré, on sait qu'aux États-Unis, plus de la moitié des
les Américains ont de l'argent en bourse pour leur retraite ou les études des enfants. Est-ce que ce sujet est bien plus vif? Et j'allais dire, je vous pose la question parce qu'il y a eu des soupçons de délit d'initié, parce que Donald Trump, quelques heures avant qu'il annonce la suspension de ses surtaxes douanières, sur son réseau social, a fait ce tweet annonciateur. Il a dit « c'est le moment d'acheter ». Alors certains ont dit, écoutez ça veut dire qu'il avait une info et qu'il l'a donnée à ses abonnés. Ça, c'est potentiellement un gigantesque scandale. Il y a des millions d'Américains qui sont furieux à l'égard de ce tweet. Alors on ne dit pas un tweet parce que c'est sur son réseau social. Voilà, parce que ça s'adressait à sa communauté et puis les autres, s'ils l'ont pas vu, ils n'ont pas profité de cette alerte d'acheter le marché. Mais il y a surtout le fait qu'autour de Trump, vous avez des ministres, des conseillers, etc., qui ont eux-mêmes un gros enjeu personnel, parce qu'ils sont à la tête de très grosses fortunes. Vous voulez qu'on écoute juste, parce que dans la Maison-Blanche, et l'instant a été capté, il recevait mercredi, donc quand la bourse s'est envolée, après qu'il eut annoncé la suspension des droits de douane, il a dit, il y avait un courtier, le premier courtier américain avec qui il avait déjeuné, et il lui a dit qu'il s'était énormément enrichi. On regarde cette scène. C'est très court. Lui, il a fait 2,5 milliards aujourd'hui. Et lui, il a gagné 900 millions. Donc les Américains qui ont perdu leur chemise, ils prennent ça comment, là, de voir qu'à la Maison-Blanche, on se gave? Le secrétaire au commerce, Lutnick, qui est à fond pour les droits de douane, il a une fortune personnelle de 3 milliards de dollars. Scott Bessent, le secrétaire aux finances, au Trésor, il a une fortune personnelle de 700 millions de dollars. Donald Trump lui-même a une fortune qui est évaluée autour de 5 milliards de dollars. Donc vous avez des gens qui sont dans cette administration qui ont un enjeu personnel sur l'évolution du marché. Et donc, je ne dis pas qu'ils ont tous bénéficié ou qu'ils ont joué en bourse à ce moment-là, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils sont tous initiés. Ils savaient tous la décision qu'allait prendre Trump et exactement quand. Donc, il y a un énorme soupçon en ce moment aux États-Unis, des enquêtes qui commencent à s'ouvrir, et effectivement des épargnants américains qui voient ce spectacle, et ça alimente une sorte de défiance à l'égard de cette administration. Allez, tout de suite on revient à vos questions. Les électeurs de Trump vont-ils continuer à soutenir cette politique imprévisible et incompréhensible? Ce matin, il y avait dans la presse américaine, à la une de USA Today, les républicains tarifs douaniers, les républicains craignent de le payer dans les urnes. Moi, je crois que pour l'instant, ils vont continuer de le soutenir. Si j'ai en mémoire les électeurs américains de Trump que j'ai rencontrés lorsque j'étais aux États-Unis en octobre-novembre, vous vous souvenez, Axel, ils voulaient qu'il agisse. Et ils souscrivaient tous à cette politique protectionniste qui était annoncée. Il l'avait dit, Donald Trump, il fait ce qu'il a dit. Donc je pense que le fait qu'il agisse de cette manière, même si c'est erratique, pour l'instant, on le crédite de tenter quelque chose, de secouer le cocotier, si l'on peut dire, durement, et de s'en prendre à la mondialisation qui a la très mauvaise réputation qu'on vient de dire, et de s'en prendre à la Chine. Donc, à mon avis, ces électeurs, comment dirais-je, le réservoir MAGA va continuer de l'applaudir. La difficulté, c'est qu'il n'a pas été élu seulement grâce au réservoir MAGA. Il a été élu par des électeurs qui ont hésité, notamment des électrices qui ont abandonné le camp démocrate ou qui ne sont pas allés voter. Là, c'est là que ça va se jouer pour les midterms dans maintenant à peu près 15 mois. Mais il a quand même menti en réalité. Je vous rappelle qu'il a bien dit à l'ensemble des Américains qu'il allait lutter contre l'inflation, que c'était Biden qui avait lancé, qui avait stimulé la hausse des prix, qu'il allait donner du pouvoir d'achat aux ménages américains. Et c'est véritablement là, dans les 6 prochains mois à venir, c'est l'inverse qui va se produire. L'inflation va être plus importante, les taux d'intérêt aussi, et donc ça va mettre quand même le ménage américain moyen dans une situation un peu délétère, un peu incompréhensible en fait. Ils n'ont pas voté pour ça. Il est capable en fait aussi de dire la bourse ne m'intéresse pas,
par exemple, et de dire après, se féliciter, de féliciter les courtiers, le courtier qui a réussi à se faire des milliards dans une journée. Vous voyez que la communication et le message qu'il adresse à la population américaine risque à un moment, en fait, de braquer son opinion. Les containers qui ne partent pas aujourd'hui de Chine pour les États-Unis, ça annonce des hausses de prix dans les rayons des supermarchés dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Alors s'il n'y a pas de containers, il n'y a pas de produits déjà, donc il va avoir des problèmes. Donc oui, si de toute manière la Chine et les États-Unis n'arrivent pas à un accord sur les droits de douane, mais je vous le dis, il y aura un accord sur les droits de douane. On ne peut pas arriver, le ménage américain ne peut pas absorber des hausses tarifaires de 140%. Même si l'entreprise rogne sur ses marges, elle ne va pas pouvoir rogner à ce point. Donc il y aura, aujourd'hui, on sait qu'avec ces négociations qui n'aboutissent pas, c'est des hausses de prix à venir. Mais alors, s'il y a accord, il faut que les deux puissent sortir de cet accord la tête haute, en ayant l'un et l'autre l'impression d'avoir arraché quelque chose. Est-ce que ça va être là, en matière de deal ? Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Les Chinois, ils ne veulent pas perdre la face. D'ailleurs, ils sont assez clairs là-dessus. Donc Donald Trump, en fait, il joue un très mauvais jeu avec eux. Et Donald Trump, il ne peut pas perdre la face non plus, j'imagine. Donald Trump, il raconte facilement une autre histoire. Après, il a toujours gagné, même si finalement il plie. Il raconte quand même que c'était lui qui l'avait décidé et que c'était sa stratégie. Ça risque d'être le scénario. Mais si les Chinois décident, par exemple, à l'issue d'un accord, des investissements aux États-Unis, si des géants chinois décident d'implanter des usines ou, à défaut d'usines, des sièges sociaux ou des centres de recherche aux États-Unis, là, il présentera ça comme la victoire qu'il offre au peuple américain. C'est ce qu'il cherche, ne l'oublions pas, vous l'avez dit, c'est le rapatriement aux États-Unis d'unités soit de production, soit de recherche, bref, des entités économiques qui aujourd'hui sont ailleurs, pour lui, elles doivent revenir aux États-Unis. Jacques Dalgard, que peut-on importer de plus de Chine que ce que nous importons déjà ? Il y a les automobiles, tous en voitures chinoises. C'est la terreur, ça, des Européens, des constructeurs européens, pas des consommateurs. C'est quand même très dur pour les constructeurs européens qui ont eu des normes européennes quand même assez difficiles, une concurrence donc chinoise extrêmement ardue. Les constructeurs européens ont aujourd'hui besoin d'être protégés. S'il n'y a pas les taxes, les voitures chinoises sont moins chères, plutôt plus performantes. Enfin, l'électrique, je parle de l'électrique. Ouais. Donc il y a une immense crainte sur les voitures. Et l'industrie automobile en Europe, c'est encore, je crois, 15 millions d'emplois. Ce sont encore des bassins, ce sont les dernières usines. Donc c'est extrêmement important. Là, vous avez une crise sociale très profonde en Europe si jamais l'industrie automobile tombe. Et c'est une inquiétude très forte. Et puis au-delà de l'automobile, vous avez la chimie qui est très fragile. Il y a encore de l'acierie en Europe. On peut importer encore beaucoup, beaucoup plus. Vous pouvez totalement ratiboiser tout ce qui reste d'industrie en Europe. C'est quand même l'objectif de personne. Donc il faut évidemment être très vigilant. Nicolas Barré, demain, nos enfants et les enfants allemands rouleront en voiture chinoise. Est-ce que les Allemands le supporteront d'ailleurs ? Ça commence à être le cas déjà, où vous voyez des marques chinoises qui débarquent en Europe, qui sont plutôt, comme disait Anne, plus performantes que Tesla par exemple. BYD que vous citiez tout à l'heure fabrique des voitures électriques qui sont considérées comme plus performantes que les Tesla, qui ont 2-3 ans d'avance technologiquement. Donc oui, c'est quelque chose qui va arriver. Est-ce que les Allemands supporteront ? Ils le supportent très mal déjà. Vous avez des plans sociaux en cours en Allemagne. Si la voiture de l'année électrique, ça a été une Renault. On va faire la contre-pub parce qu'on va nous accuser de faire la pub de BYD. Non, mais il ne faut pas se dire qu'on est mort, sinon on n'arrive à rien. Non, on a tout à fait les moyens de répliquer. On a aussi d'excellentes technologies. Donc il faut capitaliser là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une période de transition dans cette industrie qui est historique, qui est phénoménale. La guerre économique entre la Chine et les États-Unis ne profite-t-elle pas à l'Europe ? Moi, je le pense. Je pense que si on est capable de continuer à faire bloc, à la fois vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la Chine, je vous rappelle qu'on a à la fois des talents, on a une révolution technologique qui est en train de se déployer en Europe, avec des entreprises françaises qui sont en ordre de marche, en fait, qui ont quand même investi ces dernières années. Le retour des capitaux dont parlait le patron de la bourse
de Paris, parce qu'on dit que souvent c'est le nerf de la guerre et que les capitaux partaient aux États-Unis financer les start-up américaines. C'est une bonne nouvelle ? C'est une excellente nouvelle, mais il faut créer en fait un marché unique des capitaux en Europe. C'est ça le problème en fait. On est encore au sein de l'Europe. Une entreprise française, quand elle a réussi, elle repart de zéro quand elle veut s'implanter en Allemagne. Voilà, c'est ça. Et après, en Pologne, elle repart de zéro. Voilà. Donc il y a encore de nombreux chantiers au sein de l'Union européenne pour effectivement stimuler notre croissance interne. Mais en tout cas, on a les capitaux pour, et on les a de plus en plus parce qu'ils ont tendance à se rapatrier chez nous. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Le diagnostic, on l'a. Je rappelle, ces deux rapports qu'on a tous parcourus. Le rapport d'Enrico Letta, d'une part, et le rapport de Mario Draghi. Mario Draghi, il dit qu'il faut 800 milliards d'euros par an d'investissement pour rattraper les États-Unis et la Chine dans le domaine de l'innovation. Et Enrico Letta, il plaide pour une nouvelle législation européenne, une législation de société européenne qui pourrait, dès le moment où elle est créée, opérer dans tous les pays de l'Union. Il faut la faire. Et ben voilà, c'est sur cette solution que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Tout de suite, C'est l'Hebdo avec Aurélie Casse. Bonsoir Aurélie, au programme ce soir de C'est l'Hebdo. Bonsoir Axel. Dans un instant, dans C'est l'Hebdo, les nouvelles informations sur ce qu'on a longtemps appelé un crime passionnel, la mort de Marie Trintignant il y a 20 ans. Un documentaire révèle comment les membres du groupe Noir Désir ont fait bloc autour de Bertrand Cantat pour que sa peine de prison soit la plus légère possible. Comment expliquer que le suicide de sa femme, Christina Radi, n'ait pas fait l'objet d'une enquête approfondie? Que devient Bertrand Cantat aujourd'hui? On en parle avec les journalistes Laurent Valdiguier, Michel Fine et le juge qui a libéré Cantat au bout de 4 ans de prison, Philippe Laflaquière. A tout de suite. C'est à suivre. Bonne soirée sur France 5.